Bonjour, on m'a demandé de vous parler des actualités de l'hypertension artérielle en 7 minutes et eh bien, vous savez en ce moment avec la Covid-19, les actualités sur l'hypertension artérielle, elles tournent autour de la Covid-19. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier en dehors du fait qu'en tant que président de la Société française d'hypertension artérielle, eh bien, j'ai des liens d'intérêt avec les sponsors qui nous aident pour remplir nos missions. Alors, il y a des liens, oui, entre l'infection par le SARS-CoV-2, qui donne la COVID-19, et l'hypertension artérielle, parce que le virus, le SARS-CoV-2, il se fixe sur l'enzyme de conversion de type 2, et par ce biais-là, il bloque l'enzyme de conversion de type 2, et lorsque le virus est internalisé dans la cellule, eh bien, le récepteur, l'enzyme de conversion de type 2 est détruit. Alors l'enzyme de type 2, lui, est plutôt bénéfique puisqu'il convertit l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2 en petits peptides qui, eux, sont bénéfiques. Donc si vous détruisez l'enzyme de conversion de type 2, eh bien, la balance pense vers la vasoconstriction, l'augmentation de la pression artérielle, l'hypertrophie cellulaire, la fibrose et l'inflammation. La première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est est-ce que l'hypertension artérielle est un facteur de risque d'infection par le SARS-CoV-2 et donc de faire la COVID-19. D'abord, je vais commencer par une étude nationale faite au Danemark sur les 420 000 premiers participants au dépistage, sur lesquels 11 000 étaient positifs. Donc, dans cette étude, comme vous le voyez, eh bien, une grande partie des tests étaient négatifs, 410 000, tandis que 11 000 étaient positifs. Et si l'hypertension artérielle est la première comorbidité, 23%, elle était équivalente chez les sujets qui étaient négatifs par rapport aux sujets qui étaient positifs. Et vous voyez que l'âge des deux groupes était similaire, 46-48 ans. En France, la Fédération de lutte contre l'hypertension artérielle réalise les enquêtes flash. Vous savez, ce sont des enquêtes qui sont envoyées à une population représentative de la population française qui avait plus de 35 ans. Et on a retrouvé une COVID-19 symptomatique chez environ 2% des sujets. Et comme le conclut mon ami Xavier Girard, eh bien, la COVID-19 a touché au printemps 2020 en France de façon comparable les hypertendus et le reste de la population. La deuxième question à laquelle j'aimerais répondre, c'est est-ce que l'hypertension artérielle est un facteur de risque d'une forme compliquée de COVID-19 ? Eh bien, les premières études sont inquiétantes. Vous voyez ici ceux qui sont décédés en Chine par rapport à ceux qui sont survivants. Et il y a une nette différence de prévalence de l'hypertension artérielle entre ceux qui sont décédés, 48% de prévalence, par rapport à ceux qui sont survivants, 23% de prévalence. Néanmoins, eh bien, il y a une différence d'âge entre ceux qui sont décédés, 69 ans, et ceux qui sont survivants, 52 ans. Et quand on fait une analyse multivariée, donc qui prend en compte tous les facteurs, eh bien, l'hypertension artérielle n'est plus significativement liée à une surmortalité de la COVID-19. Ils ont fait des méta-analyses et dans ces méta-analyses, vous voyez la majorité des études ont conclu à une association entre hypertension artérielle et mortalité liée à la COVID-19 avec un odds ratio en moyenne à 1,82. Néanmoins, eh ben, aucun ajustement sur l'âge n'était fait. Et des études comme ça, malheureusement, il y en a des dizaines, même dans les meilleures revues. Je vais plus m'intéresser aux études européennes, comme celles faites par nos collègues italiens. Eh bien, vous voyez ici, parmi les patients hospitalisés, 291 à Milan sont rentrés chez eux, 95 sont malheureusement décédés, et là, une prévalence plus importante de l'hypertension artérielle, beaucoup plus importante chez les patients décédés, mais vous voyez là aussi une différence d'âge. Alors,
quand on regarde la courbe de survie, le fait d'avoir une hypertension artérielle en rouge est associé à une surmortalité. Et vous savez que malheureusement, dans la COVID-19, les patients décèdent dans les 20 à 28 premiers jours. Quand on fait donc en univarié, eh bien, certes, l'hypertension artérielle est un facteur de risque associé à la mortalité liée à la COVID-19. Mais quand vous faites une analyse multivariée, eh bien, seul l'âge parmi ces paramètres montrés était significativement associé à une surmortalité. Ni l'hypertension artérielle ni le diabète ne l'étaient. Dans cette étude américaine, à New York, de mémoire, ils ont regardé la mortalité à 28 jours. Eh bien, si l'âge est un facteur de surmortalité, eh bien, vous voyez ici, l'hypertension artérielle n'était pas un facteur de surmortalité avec un odds ratio à 1,06, ni le diabète d'ailleurs, tandis que le surpoids, surtout quand il dépasse 40, était associé à une surmortalité et l'insuffisance rénale, dès les premiers stades, est associée à une surmortalité. Je terminerai par la première étude danoise. Vous vous rappelez, les 400 000 sujets qui ont été dépistés, une bonne partie, une petite partie des 11 000 premiers cas a été hospitalisés et ils ont regardé parmi les patients hospitalisés la mortalité à 30 jours. Et si effectivement l'hypertension artérielle est associée à une surmortalité, quand c'est non ajusté, multiplié par 9, quand même à 900%, quand vous ajustez ne serait-ce que sur l'âge et le sexe, eh bien l'odds ratio n'est plus que de 1,3, il reste significatif, donc 30% de surmortalité. Pour le diabète, c'était une surmortalité significative avec un odds ratio à 1,6, soit 60% de surmortalité. En conclusion, on peut voir que l'hypertension artérielle n'est pas un facteur de risque de s'infecter par le SARS-CoV-2 et de développer la COVID-19. Par contre, l'hypertension artérielle pourrait être un facteur de risque modeste pour une évolution péjorative de la COVID-19 avec un odds ratio qu'on pourrait estimer vers 1,3. Et ceci est tout à fait en accord avec les recommandations qui ont été faites récemment par l'HAS en collaboration avec la Société française d'hypertension et le Collège de médecine générale qui concluait que seuls les patients présentant une hypertension artérielle compliquée, complications cardiaques, rénales, cérébrovasculaires, pouvaient être considérés comme un risque de développer une forme grave de COVID-19. Je vous remercie. Bonjour, je suis content de vous présenter au nom du groupe Aorte Vaisseau Périphérique l'essentiel de l'année 2020. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors évidemment, cette année, l'essai majeur est l'essai Voyageur PAD qui s'est intéressé chez des patients revascularisés aux petites doses de rivaroxaban, 2,5 mg 2 fois par jour, en plus de l'aspirine ou de l'aspirine clopidogrel à la phase aiguë des revascularisations. Cet essai de plus de 6500 patients s'est intéressé à des patients revascularisés soit par voie endovasculaire, soit par voie chirurgicale pour un tiers d'entre eux. Et il faut noter qu'il y avait seulement 6,2% de revascularisation sous le genou et plus de 3 quarts des patients avaient une claudication. Alors en termes d'efficacité, vous voyez que sur cet événement combiné, il y avait un bénéfice statistiquement significatif en faveur de l'association rivaroxaban en plus des autres antithrombotiques, 17,3 d'événements versus 19,9%, soit une diminution de 15% significative. Et quand on regarde les événements au niveau des membres inférieurs, il y avait un bénéfice également significatif en termes d'ischémie aiguë, 5,2% versus 7,8% dans le groupe placebo, sans différence sur la totalité des décès. Alors évidemment, il y a un petit prix à payer qui est en termes d'hémorragie majeure, un surrisque d'hémorragie majeure, 2,7% dans le groupe rivaroxaban versus 1,9% dans le groupe placebo. Et pour 10 000 patients, vous voyez qu'il y a un bénéfice net en termes d'événements primaires et surtout moins 110 ischémies aiguës, ce qui est considérable au prix de seulement 29 segments majeurs. Donc un essai qui, pour la première fois,
démontre cela de façon indiscutable et pose la question de la durée du traitement et éventuellement d'une comparaison entre le prolongement d'une double antiagrégation versus aspirine plus rivaroxaban 2,5 mg, mais cela est une autre histoire. Un autre essai dans l'artérite des membres inférieurs par l'équipe de Jan Guefik a comparé pour la première fois un stent nu à un stent coté au paclitaxel. Et vous voyez que cet essai est négatif, sans différence entre les deux groupes sur la rosténose, sur la thrombose et sur la perméabilité. Et on a l'impression ici que le stent au paclitaxel, Zilver PTX, en tous les cas pour ce type de stent, qui relargue immédiatement le paclitaxel dans la paroi, il y a simplement un retard à la survenue de la rosténose. Un autre registre intéressant, toujours sur l'artérite, est celui américain qui a comparé 393 000 patients. Et vous voyez qu'il démontre qu'à partir du moment où on fait un geste de revascularisation, à 5 ans, il y a un risque d'amputation majeure ou de nécessité de refaire une revascularisation de 40%, ce qui souligne l'intérêt d'être très parcimonieux dans les indications de revascularisation. En ce qui concerne les AVC, cet essai est également l'essai Thales qui a comparé ticagrelor et aspirine à l'aspirine au seul chez des patients avec accident vasculaire cérébral ou accident ischémique transitoire. Et vous voyez qu'en termes de survenue dans le premier mois d'AVC ou de décès, il y avait une différence significative avec 5,4% dans le groupe ticagrelor-aspirine versus 6,5% dans le groupe aspirine seul, au prix d'un petit surrisque d'hémorragie majeure, 0,5% versus 0,1% pour le groupe placebo. Passons maintenant à la maladie thromboembolique veineuse avec un grand essai dans l'association thrombose veineuse et cancer, qui est l'essai Caravaggio. Cet essai démontre que l'apixaban comparé à la daltéparine est non inférieur en termes de récidive de la maladie thromboembolique veineuse. Et vous voyez 5,6% dans le groupe apixaban versus 7,9%. L'hazard ratio n'est pas significatif, mais va clairement dans le bon sens, sans surrisque hémorragique. Alors, il faut un petit bémol au bénéfice important de cet essai, c'est que cet essai n'a pas inclus de cancer, de tumeur pulmonaire, ni de métastase pulmonaire, ni de leucémie aiguë. Et pour le reste, cet essai est intéressant, démontrant notamment pas de surrisque d'hémorragie digestive. Alors vous savez également que l'embolie pulmonaire a été fortement associée aux infections à Covid, avec de nombreuses méta-analyses. Les premiers essais montrant un surrisque majeur avec une prévalence estimée entre 20 et 30% d'embolie pulmonaire. Je voudrais souligner deux essais français de plus de 1000 patients chacun, un essai multicentrique national et un essai que j'ai coordonné. Et il semble, comme d'autres essais plus récents, qu'en fait la prévalence soit plutôt entre 5 et 10% dans des séries plus importantes que les premières publiées. C'est donc une histoire encore en devenir. Je voudrais enfin terminer dans ce bref temps qui m'est imparti sur un essai de l'équipe de Guillaume Jondeau chez des patients Marfan, tous génotypés pour le gène de la fibrilline, qui confirme, s'il en était besoin, que pour des diamètres au-delà de 50 mm, le risque de dissection ou de décès lié à la maladie est très important, puisque vous voyez que pour des diamètres entre 55 et 67 mm, le risque est de 10%, alors que pour des patients qui ont un culot aortique inférieur à 50 mm, vous voyez que le risque est tout à fait acceptable, avec un risque inférieur à 1 pour 1000 patients année. Donc également un essai important sur cette grande série génotypée. Voilà, je voudrais vous remercier pour cette présentation en espérant fortement que l'année prochaine, nous pourrons la faire en face à face sur les nouveautés dans la pathologie aortique et vasculaire périphérique pour l'année 2021. Bonjour, je suis Thierry Foliguet, de l'hôpital Henri Mondor, et donc je vais vous parler des valvulopathies, quoi de neuf en 2020 et 2021. Alors, juste un petit rappel des valvulopathies pour vous montrer que la prévalence des valvulopathies augmente avec l'âge et que bien évidemment, la prédominance, c'est essentiellement les valvulopathies aortiques.
Alors, une chose importante, c'est le TAVI. On va surtout parler du TAVI dans la valve aortique. On sait que pour les patients inopérables et à haut risque et à risque intermédiaire, le TAVI est tout à fait acceptable avec une thérapeutique bien évidemment validée. Mais maintenant, on peut se poser la question de savoir si le TAVI ne pourrait pas devenir le traitement de première intention pour tous les patients, et notamment pour les patients à bas risque, et que la chirurgie serait réservée uniquement aux patients qui ne pourraient pas avoir de TAVI. Alors pour cela, il faut regarder les études en attente actuelles, et puis bien évidemment le suivi du long terme de la durabilité des prothèses. Actuellement, dans les guidelines 2017, on considère que les TAVI restent indiqués pour des patients ayant un STS ou un Neuroscore supérieur à 4% et un âge supérieur à 75%. Également, si le patient a eu une chirurgie cardiaque ou a des comorbidités importantes. Cependant, on voit qu'il existe une diminution dans les études et de l'âge qui passe maintenant à 73-74 ans et surtout une diminution du risque puisqu'on voit que dans les dernières études sur TAVI, Partner 3 et Evolute Low Risk, on a des STS scores qui sont inférieurs à 2. Ça veut dire que si ces études sont validées, on pourrait envisager le TAVI dans les patients à bas risque qui représentent environ 28% des patients qui ont un rétrécissement serré. Ce qui est sûr, c'est qu'en Allemagne, ici, je vous ai mis la progression des valves aortiques, vous voyez en bleu, qui diminue, alors que le TAVI augmente, et que la prise en charge globale des patients pour problèmes de rétrécissement aortique augmente en Allemagne, puisque les TAVI continuent de progresser. Et on voit que grâce à cela, il y a une diminution de la mortalité globale chirurgicale, puisqu'elle descend régulièrement, elle est aux alentours de 3%, 2,9%, probablement parce que de plus en plus les patients à risque intermédiaire ou à haut risque sont faits par voie percutanée. Alors une étude très importante qui doit donc répondre à notre question de savoir si on peut utiliser le TAVI dans les bas risques, c'est l'étude Evolute qui est sortie en 2019. Donc ils ont comparé les patients à 1 an qui étaient à bas risque. Ils ont été randomisés soit pour la chirurgie, soit pour le TAVI. Et on voit qu'à 1 an, eh bien, il y a une mortalité qui est identique, mais surtout moins de complications et moins d'AVC, ce qui fait que lorsqu'on regarde tous les composites, il y a c'est en faveur du TAVI. Également, si l'on regarde l'hémodynamique avec le mismatch, il y a moins de mismatch dans les patients qui ont eu une valve percutanée qu'une valve chirurgicale. Également, lors de la durée de séjour et de la qualité de vie, il y a un retour plus précoce à une vie normale avec un séjour raccourci pour les valves percutanées. Deuxième chose importante, c'est les valves bicuspides. Vous savez que ça affecte entre 0,5 et 2% de la population générale. Et pour l'instant, la valve bicuspide était considérée comme une contre-indication à effectuer un TAVI. Et un registre a été réalisé pour les bicuspidies qui montre qu'en fait, la mortalité dans les bicuspidies n'est pas supérieure aux valves tricuspides et qu'elle est tout à fait réalisable, notamment avec la valve Evolute, la valve donc de Medtronic. Donc cette valve a reçu un accord de la FDA pour pouvoir traiter ces patients avec des valves bicuspides qui ont un risque intermédiaire ou un risque important chirurgical. Donc ça, c'est une nouveauté dans l'arsenal thérapeutique pour les valves bicuspides. Donc on peut clairement proposer un TAVI plutôt qu'une chirurgie. Donc ce qui reste, c'est que en conclusion, l'extension des indications pour le TAVI se poursuit. Et par contre, les données cliniques de suivi au long cours sont encore partielles et détermineront l'avenir si on peut faire ce genre de thérapeutique sur des patients plus jeunes. Alors pour la valve mitrale, donc, vous voyez que c'est environ 2% de la population, ça augmente avec l'âge. Et les nouveautés, c'est en chirurgie essentiellement, je vous ai mis ici
les approches mini-invasives qui sont presque à 50% en Allemagne et qui augmentent également en France. Donc, pas de nouveauté en termes de chirurgie, mais des approches de plus en plus mini-invasives que l'on peut réaliser. Les guidelines sont très clairs. Il faut opérer des patients, mais après les avoir staffés. L'intervention chirurgicale est indiquée pour des patients qui ont une FEVG à plus de 30%, en bon état général. Par contre, lorsque le patient est fragilisé ou n'a pas d'indication chirurgicale parce que le risque est trop élevé, on peut lui proposer donc une réparation percutanée bord à bord de type MitraClip, voire une valve remplacement valvulaire mitrale. Alors le MitraClip est autorisé dans l'IM secondaire pour des patients avec une insuffisance mitrale de grade 3 à 4 qui sont non éligibles à la réparation en remplacement valvulaire et qui ont une surface d'origine régurgitante supérieure à 0,3 cm², donc des patients graves. Et on sait que les études maintenant ont permis la validation des recommandations et des remboursements dans l'IM préventive et également dans l'IM secondaire. Donc ça, c'est une nouveauté qui est importante puisqu'avant, c'était uniquement dans l'IM secondaire. Alors, le remplacement mitral, il y a essentiellement une valve qui a été utilisée, c'est la valve Tendyne de Abbott, qui peut être insérée par voie transapicale et qui donne des résultats qui sont tout à fait acceptables, puisqu'à 1 an, on voit qu'on a une mortalité qui est faible, avec des taux de succès qui sont à 96% et une mortalité à 1 an de 26%. Et on a maintenant donc cette valve qui est indiquée pour des patients pour qui la réparation bord à bord avec un MitraClip n'est pas possible et qui ont soit une IM primaire, soit une IM secondaire. Et on voit qu'à 2 ans, maintenant, ce n'est pas publié, on a des résultats qui sont probants puisque 93% des patients restent sans fuite résiduelle avec cette valve. Donc, une valve à suivre. Une deuxième valve, la valve Intrépide, qui a également par voie transapicale, qui est faite pour des patients essentiellement les mêmes. Il y a 50 cas avec des résultats qui sont acceptables. Et puis, une troisième valve, qui est une valve Evoque, avec 14 cas. L'intérêt de cette valve, c'est qu'elle peut être faite par voie transseptale. Et une valve CFA, qui est également par voie transseptale. Vous voyez qu'il y a pas mal de valves en ce moment en évolution et en étude. Donc, en conclusion, l'évolution est très rapide. Ce que je vous dis maintenant ne sera probablement pas d'actualité dans 1 an. Le MitraClip est maintenant remboursé dans l'IM primitive et secondaire. Et il existe des nouvelles techniques de réparation dont je n'ai pas parlé, mais qui sont en développement avec des possibilités de cordage et d'anneaux. Et le remplacement valvulaire mitral est actuellement d'actualité, en cours d'évaluation, mais possible. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Bonjour à tous, Étienne Pumira, je suis cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et je vais essayer avec cette présentation de vous faire un bref aperçu de ce qui s'est présenté et vu au cours de cette année sur les soins intensifs de cardiologie. Voici mes liens d'intérêt en rapport avec cette présentation. Alors cette année a été un peu particulière puisqu'elle a été marquée essentiellement par l'épidémie Covid-19 qui a beaucoup impacté notre prise en charge des patients aux soins intensifs de cardiologie. Et on s'attendait à avoir beaucoup de patients avec une infection au Covid-19 dans la mesure où, en termes de physiopathologie, il y avait des interactions avec le système cardiovasculaire qui avaient été mis en évidence, soit de façon directe avec une réponse inflammatoire systémique, la décharge de cytokines ou encore une liaison directe du virus au récepteur de l'angiotensine 2, ou bien également des interactions indirectes avec une inflammation systémique liée à l'infection virale et également une activité procoagulante, l'ensemble étant responsable de manifestations cliniques et biologiques. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous présenter toutes les données du Covid-19 avec les interactions cardiovasculaires, donc j'ai sélectionné 3 travaux, des travaux français. Le premier qui a été fait par l'équipe d'Éloi ma région et de Centre de mort subite, qui a pu mettre en évidence sur un recueil de données, un registre de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, l'incidence des arrêts cardiaques extra-hospitaliers et qui a montré une incidence multipliée par 2 après la période de confinement par rapport à la période habituelle. Alors, cette prise en charge de l'arrêt cardiaque a été particulièrement perturbée avec une localisation des arrêts qui était principalement à domicile par rapport aux arrêts habituels, avec l'utilisation des défibrillateurs de grand public qui ont été moins utilisés,
un temps d'arrivée sur les lieux un petit peu plus long, moins de témoins, un massage par les témoins évidemment moins fréquent, et donc au final, un nombre de décès nettement plus important au moment de l'admission de ces patients, donc vraiment une prise en charge qui a été modifiée de l'arrêt cardiaque extra-hospitalier. Alors, quelles en ont été les conséquences? Eh bien, en termes de survie, eh bien, le nombre de patients qui est arrivé en vie à l'hôpital a nettement chuté, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, avec une variation d'à peu près 10% par rapport à une période hors Covid. Et donc, il y a eu des interactions directes liées au Covid, mais également des effets indirects liés à l'épidémie Covid via le confinement et puis également les changements de comportement et les variations des offres de soins qu'on a pu observer. Un deuxième travail a été présenté par l'équipe Frenchy, qui est une cohorte qui recueille les infarctus du myocarde, dirigée par les professeurs Gabriel Steck, Tabasson-Simon et Nicolas Danchin, et qui ont permis de mettre en évidence sur cette cohorte prospective des infarctus du myocarde une diminution nette du nombre d'infarctus ST+, ST-, respectivement de 25 et de 35% pendant la période de confinement. Et cette période, cette chute des syndromes coronariens aigus d'infarctus, eh bien, c'est vu quelle que soit la prévalence du Covid, avec des régions à bas ou à risque intermédiaire ou élevé de prévalence, mais également quelle que soit la tranche d'âge observée. Enfin, un dernier travail qui est en cours, qui est coordonné par le groupe USIC et en particulier par Clément Delmas à Toulouse, est un registre des myocardites qui a été mis en place dès le départ de cette épidémie et qui a pour objectif de répertorier l'ensemble des myocardites, Covid et non Covid, de faire un bilan à la fois biologique et clinique avec un suivi de ces patients qui est prévu jusqu'à 1 an et le registre est en cours encore actuellement. Alors, si on quitte maintenant le monde du Covid pour revenir dans nos sphères un peu plus habituelles, eh bien, cette année a été marquée par, dans le syndrome coronarien aigu, les recommandations sur le non-stémie et l'angor instable qui ont été présentées à l'ESC, avec en termes d'algorithme diagnostique, eh bien, un algorithme qui est plus court, puisque le cycle de troponine peut être réduit à 1 heure entre les deux dosages. Et en termes de classification des patients, ce qui est important de noter, c'est la disparition des patients avec un risque intermédiaire. On a désormais des patients qui sont dits à haut risque et qui vont être traités dans les 2 heures comme les infarctus avec sus-décalage du segment ST. Ce sont classiquement les patients qui ont une instabilité hémodynamique, un choc cardiogénique, des douleurs réfractaires, qui ont des complications mécaniques de l'infarctus du myocarde, qui ont des troubles du rythme qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital, ou également qui ont un sus-décalage dans le territoire en AVR ou également avec éventuellement le AV1. Les patients qui ont, par contre, pas ces critères, mais qui ont une élévation de la troponine, qui ont des modifications électriques, des troubles de la repolarisation, qui ont fait également un arrêt cardiaque avec des troubles de la repolarisation au décours, ou bien encore qui ont un score Grace au-delà de 140, eh bien, sont des patients pour lesquels la stratégie invasive doit être proposée dans les 24 heures. Et pour les autres patients qui ne font pas partie de ces deux groupes, eh bien, la stratégie invasive doit être discutée, mais ne doit être pas systématique. Alors, l'évaluation du risque est un point fondamental qui a bien été développé dans ces recommandations entre le risque ischémique et le risque hémorragique. Et pour nous guider un petit peu dans la gestion et essayer de déterminer les patients qui sont à haut risque hémorragique, eh bien, il a été défini des risques mineurs et des risques majeurs, à la fois sur des données cliniques et des données biologiques. Et on définira les patients à haut risque comme étant les patients qui ont au moins un risque majeur ou bien 2 mineurs. Alors, en ce qui concerne la prise en charge du traitement antithrombotique, eh bien pour ce qui est de la double antiagrégation plaquettaire, eh bien un focus a été fait sur ces traitements, avec en fonction du risque hémorragique pour les patients qui sont à un risque hémorragique très élevé, et c'est à droite, c'est la situation à droite de cette diapositive, eh bien on va réduire au minimum la durée d'exposition avec 2 antiagrégants plaquettaires, et on associera l'aspirine du clopidogrel pour éviter donc le risque hémorragique supplémentaire, et cette double association sera réduite à 1 mois. Alors que pour les patients qui ont un risque hémorragique faible, eh bien, on est à gauche de cette diapositive et on a une association de 2 antiagrégants plaquettaires en privilégiant le prasugrel et le ticagrelor par rapport au clopidogrel. Et cette double antiagrégation plaquettaire doit être menée jusqu'à 12 mois. Et après ces 12 mois, en fonction du risque ischémique, eh bien, on pourra discuter de rajouter une petite dose de rivaroxaban ou bien de garder un deuxième antiagrégant plaquettaire à plus long terme en fonction du risque DAPT notamment. Alors, dans quelle situation on va considérer que les patients ont un haut risque un haut risque ischémique? Eh bien, on a une classification qui va nous aider, là encore, sur le caractère complexe ou non de la coronaropathie. Et ça sera déterminé par le cardiologue lors du visionnage de l'examen. Et puis, un certain nombre d'éléments
cliniques et de procédures nous permettront de définir si on est dans un risque modéré ou élevé de risque thrombotique et qui justifie ou pas la prolongation de cette double antiagrégation plaquettaire. Alors, toujours dans le monde de l'infarctus, on a eu également un essai français qui a été présenté à l'ESC, présenté par Gabriel Steg, avec une stratégie de transfusion ou non dans l'infarctus du myocarde avec anémie. Et c'est une étude de non-infériorité qui a démontré que le fait de ne pas transfuser, d'avoir une stratégie restrictive, finalement, ne faisait pas plus mal que de transfuser tous les malades avec une anémie dans l'infarctus du myocarde, et que ça avait également une réduction de coûts. Et donc, c'était une stratégie qu'il fallait plutôt privilégier. Plus récemment, on a eu également des données dans les péricardites récurrentes au congrès de l'AHA, avec l'essai Rhapsody qui a testé un inhibiteur de l'interleukin 1 dans les péricardites récurrentes. Et cet essai fait suite à un essai de phase 2 qui avait déjà démontré un intérêt clinique et une sécurité d'utilisation dans une petite cohorte de patients. Et bien, dans une population un petit peu plus large de 86 patients avec un syndrome inflammatoire élevé et des patients qui avaient donc des péricardites récidivantes, et bien, l'utilisation de cet inhibiteur de l'interleukin 1, qui est le rilonacept, a démontré de façon assez rapide et de façon constante une efficacité très intéressante sur la baisse des récidives des péricardites. Dans l'insuffisance cardiaque, enfin, on a eu pléthore de données cette année, avec des données notamment sur les glyphosines, et je pense qu'elles seront détaillées dans d'autres sessions, avec DAPA-CKD, Emperor Reduce ou encore Soloist. On a eu également une étude avec Victoria qui a testé le Vericiguat, qui est un vasodilatateur qui arrivera chez des patients en suivi cardiaque plus sévères, probablement après les glyphosines. Et plus récemment à l'AHA également, l'essai Galactic HF qui a démontré l'utilisation d'une molécule chez les patients qui ont une dysfonction VG sévère avec un effet, une molécule qui est intéressante parce qu'elle a un mécanisme supplémentaire qui est un activateur de la myosine. Et enfin, on a eu également à l'AHA l'essai Affirm AHF qui est une supplémentation ferrique par voie intraveineuse lors du passage aux soins intensifs. Et c'est un essai qui est assez décevant, puisque sur le critère principal de cet essai, qui est les réhospitalisations pour l'insuffisance cardiaque et la mortalité cardiovasculaire, et bien l'essai est négatif, même si numériquement, il y avait un bénéfice pour la supplémentation ferrique. Voici donc un aperçu assez sommaire de ce qui s'est passé cette année. Je vous remercie de votre attention.